« 1997, 17 Grands Prix. La saison commence un beau jour de mars à Melbourne, en Australie. Avec pour bagage un titre de vice-champion du monde, 4 victoires et surtout armé d'une Williams-Renault aux performances impressionnantes, Jacques Villeneuve assume son prénom et son statut de favori. À ses côtés, Heinz-Harald Frentzen doit tout apprendre de Williams-Renault. L'Allemand sait qu'il doit aussi sa place au compliment de son compatriote Schumacher. En effet, le double champion du monde ne cesse de répéter que seul Frentzen au volant d'une Williams peut l'effrayer. Chez Benetton Renault, l'heure n'est plus aux facéties d'un Briatore virevoltant, mais on garde espoir. Côté pilote, bientôt Gerhard Berger ressentira le poids des années et Jean Alesi sera alors parfois bien seul. Chez McLaren Mercedes, en revanche, la pente est ascendante. Hakkinen et Coulthard ont autant soif de revanche que leur patron. Chez Jordan Peugeot, les jeunes loups ont les dents longues. Ralf Schumacher rêve de suivre les traces de son frère. Quant à Fisichella, sa réputation de rapide lui assure déjà une certaine notoriété. Chez Sauber, l'adaptation du moteur Ferrari, rebaptisé Petronas, offre de nouvelles opportunités à Johnny Herbert. Elles sont toujours bleues mais ne s'appellent plus Ligier. Alain Prost est désormais aux commandes de son écurie. Si le champion du monde en titre espère encore quelques éclats au volant de sa modeste Arrows TWR, c'est sans doute en raison de l'ambition du manufacturier japonais qui équipe également la débutante écurie du triple champion du monde Jacques Stewart. Chez Stewart, le pilote vedette est Rubens Barrichello. Courte apparition des Lola. Quant à Ken Tyrrell, il est toujours fidèle au poste. Mais en ce début de saison, l'inconnu, c'est les pneumatiques. En situation de monopole depuis plusieurs années, Goodyear n'est plus seul. Bridgestone s'est lancé dans la compétition. Et c'est plus de 3800 enveloppes qui sont acheminées vers Melbourne. Après une qualification in extremis à la 20e place, Damon Hill tombe en panne dans le tour de formation. Le champion du monde en titre ne prend pas le départ du Grand Prix d'Australie, un départ mouvementé que Frentzen réussit à la perfection alors que son équipier Villeneuve, en pole position, se laisse enfermer. Du coup, la Williams-Renault du Canadien est cernée à gauche par la Sauber Petronas d'Herbert, tandis qu'à droite, la Ferrari d'Irvine a tiré tout droit et a tapé dans le tas. Voici l'accident sous un autre angle. Résultat, abandon simultané de Villeneuve, Herbert et Irvine. Au deuxième passage, Ralf Schumacher renonce à son tour, arbre de transmission cassé. Et au troisième passage, Verstappen est parti comme une fusée dans le décor, heureusement sans bobo pour lui. La course s'est rapidement décantée, 5 abandons en moins de 3 tours. Et sur sa Williams Renault, Frentzen est un leader confortable, d'autant plus confortable qu'il doit effectuer 2 ravitaillements, sa voiture est plus légère. Au 15e tour, Fisichella déboîte pour dépasser Barrichello et il se met en tête à queue. Il n'y a plus de Jordan Peugeot en course. Au 18e tour, la McLaren Mercedes de Coulthard débouche en tête car Frentzen effectue le premier de ses 2 ravitaillements. Frentzen au stand, c'est l'instant d'attaquer à fond et Schumacher ne s'en prive pas, il réclame le passage. Coulthard est donc en tête du Grand Prix d'Australie. Lui aussi force le rythme pour prendre de l'avance à la fois sur Frentzen et sur Schumacher. Et juste après la mi-course, Schumacher s'arrête à son stand pour effectuer le seul ravitaillement prévu par Ferrari. 2 tours plus tard, c'est Coulthard qui stoppe chez McLaren Mercedes et refait le plein pour aller jusqu'à l'arrivée. Frentzen revient à la première place. À ce moment-là, Alesi est en 2e position, mais il tombe en panne d'essence à la suite d'un malentendu avec le stand Benetton Renault. 39e tour, c'est le 2e arrêt programmé de Frentzen et il se passe mal. La roue arrière droite présente des difficultés. Frentzen perd plus de 16 secondes et il va cravacher pour refaire le terrain perdu. Ses freins n'y résisteront pas. À 3 tours de l'arrivée, les disques grimpent une dernière fois au rouge avant d'exploser. La sortie de piste est irrémédiable. David Coulthard n'a plus d'adversaire à sa mesure et McLaren Mercedes ouvre en fanfare cette saison 97 ici en Australie.
Ferrari se contente de la deuxième place car Schumacher a dû effectuer un deuxième arrêt, imprévu celui-là, pour reprendre du carburant à la suite d'un dysfonctionnement de la pompe à essence du stand Ferrari. En troisième position, Häkkinen complète le succès de McLaren devant Berger et Panis. Coulthard est le premier leader du championnat du monde. McLaren n'avait plus gagné en Formule 1 depuis le Grand Prix d'Australie en 1993 et Mercedes depuis le Grand Prix d'Italie en 1955. Moins de 3 semaines après la victoire inattendue de David Coulthard à Melbourne, les écuries se retrouvent au Brésil pour une deuxième manche, attendue chez Ferrari pour une confirmation, chez Williams pour une rédemption. Loin des embouteillages de la mégalopole brésilienne, Flavio Briatore et le patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone, arrivent ensemble. À chacun sa façon de combattre le décalage horaire décontracté pour Villeneuve en affichant ses couleurs pour Damon Hill, ou bien encore en allant se coucher avec son dessert pour Coulthard. Être en pole position n'est pas une garantie de victoire. Villeneuve en a fait l'amère expérience. Mais le Canadien n'a pas le choix car la menace Schumacher, qui a déjà marqué 6 points, est forte. L'Allemand est en première ligne. La pole position appartient pour 5 dixièmes de moins à Jacques Villeneuve. Les deux hommes entament vraiment leur face-à-face à Interlagos. Villeneuve jaillit de la pole position et intimide Schumacher, mais le pilote Ferrari fait mieux que résister et c'est Villeneuve qui part à la faute. Tandis que Berger et Panis passent en deuxième et troisième position, ce n'est pas fini. Frentzen se retrouve lui aussi dans l'herbe. Ça part mal pour les Williams-Renault qui sont sauvés par Barrichello. Le héros de São Paulo a calé et pour lui redonner une chance, les Brésiliens agitent le drapeau rouge. Le Grand Prix est interrompu et c'est aussitôt la course vers les voitures de réserve. Deuxième grille et deuxième départ. Cette fois, Villeneuve a compris la leçon. Il laisse à Schumacher le soin de s'exprimer. En moins d'un tour, Schumacher et Villeneuve ont creusé une avance phénoménale. La Williams-Renault est dans l'inspiration de la Ferrari et elle déboîte inéluctablement au freinage des S de Senna. C'est du très beau travail. Aussitôt, Villeneuve prend le large et Schumacher est cette fois la proie directe de Berger. Mais la Ferrari résiste superbement à la Benetton-Renault. Pourtant, Berger, le vieux lion, il est le vétéran des Grands Prix. Berger a plus d'un tour dans son sac et au 12e passage, il s'empare de la deuxième place à la suite de cette action de toute beauté. Au 26e tour, Villeneuve effectue le premier des deux ravitaillements prévus par Williams-Renault. Damon Hill est 4e. Berger s'est lui aussi arrêté pour refaire le plein chez Benetton-Renault. Schumacher a la voie libre en tête pour donner le maximum et prendre de l'avance. Mais attention, à mi-course, un candidat sérieux se profile vers le podium, c'est Olivier Panis, dont la Prost Honda effectue un seul ravitaillement, contre 2 à tous les concurrents directs du Français. Michael Schumacher a dégringolé à la 5e place du classement. C'est une bataille apocalyptique qui l'oppose à Jean Alesi pour 2 points seulement. Damon Hill en est l'acteur bien involontaire. Shinji Nakano, l'équipier de Panis, rentre au stand sur 3 roues. Il repartira avec 4 roues. Damon Hill abandonne, la boîte de vitesse de son Arrows Yamaha est en feu. Ce sont les derniers incidents d'un Grand Prix du Brésil que Villeneuve gagne d'extrême justesse devant Berger. Villeneuve en difficulté avec ses pneus dans les derniers kilomètres de course. Et le troisième larron est bien celui qu'on avait entrevu à mi-course, c'est Olivier Panis qui signe le premier podium de l'équipe Prost Grand Prix. Au classement du championnat du monde, Villeneuve est ex-aequo en tête avec Coulthard. Berger est 3e. C'est en Argentine, patrie du célèbre quintuple champion du monde Juan Manuel Fangio à Buenos Aires, que se retrouvent les pilotes pour leur 3e confrontation de la saison. Dans
ce pays où déshabiller une femme du regard est un honneur, la course fait partie des traditions entretenues par des latins bouillonnants et par l'importante colonie italienne installée sur les rives du Rio de la Plata. Une colonie italienne qui n'ignore rien des résultats des Ferrari. Pour mieux adhérer à la piste peu utilisée et donc poussiéreuse sur ce tracé tortueux du circuit Oscar Galvez, toutes les monoplaces arborent leur robe de printemps. Ailerons supplémentaires et astuces aérodynamiques ajoutent au charme de leur ligne parfaite. Ligne parfaite, il en était question également dans le paddock. Personne, y compris Bernie Ecclestone, ne manquera d'admirer ce joli mannequin venu pour une séance de photos. Très bon départ de Villeneuve et de Frentzen à Buenos Aires, de Panis également, mais là, au centre du premier virage, et alors qu'il a déjà touché Panis, Schumacher pousse Barrichello, il le met en tête à queue, le Brésilien peut repartir, mais l'Allemand reste sur place. La voiture de sécurité est entrée en action, car la bousculade était générale, et le chef de file de la Scuderia Ferrari rentre à pied. La voiture de sécurité s'est effacée, c'est un deuxième départ, lancé celui-là, mais Villeneuve en profite, il est expert en la matière. Frentzen est deuxième, Panis troisième, mais au sixième tour, Frentzen renonce sur panne hydraulique. Panis en deuxième position passe à l'attaque et il multiplie les meilleures performances en course. Parti en 11e position sur la grille, Alesi a entrepris de rattraper le terrain perdu et il est 8e lorsqu'il fait l'extérieur à Hill qui reste à la corde. Alesi part en tête à queue et perd 5 places. Quant à Panis, il est obligé de mettre pied à terre en panne d'accélérateur après un début de course remarquable. Au 21e des 72 tours, Villeneuve observe son premier ravitaillement. Il sort des stands et il repart juste devant Irvine. Il doit faire le maximum pour prendre de l'avance car la stratégie de Williams-Renault a prévu 3 arrêts. 3 ravitaillements donc à comparer aux 2 ravitaillements que Ferrari a prévus pour Irvine. Au 25e tour, il y a du rififi chez Jordan Peugeot. Ralf Schumacher éprône Fisichella et l'envoie en tête à queue. Le jeune Italien renonce alors que son équipier accède à la 2e place devant Irvine. Et attention, pour Ralf Schumacher, Jordan Peugeot a prévu un seul ravitaillement. Toutes les stratégies mènent à la victoire ici en Argentine. 3 arrêts pour Villeneuve, voici le deuxième. Il se déroule sans à-coup, mais Irvine prend la tête du Grand Prix avec sa Ferrari. Puis Irvine s'engouffre dans les stands pour effectuer son deuxième ravitaillement. Les positions se stabilisent de nouveau avec Villeneuve en tête de la course qui doit encore ravitailler une fois. Irvine en 2e position et Ralf Schumacher en 3e position. Alerte chez Williams-Renault, mais non, c'est une opération de routine. C'est le 3e arrêt programmé de Villeneuve qui se déroule sans problème. Seulement voilà, ce 3e ravitaillement a permis à Irvine de revenir dans le sillage de Villeneuve et à 3 tours de l'arrivée, la Ferrari n'est plus très loin. Mais Villeneuve résiste et Irvine ne passe pas. Villeneuve a repris son souffle, Irvine a lâché prise. Villeneuve gagne le Grand Prix d'Argentine. Irvine est second devant Ralf Schumacher, 3e. La course a été superbe. Ralf Schumacher accède à son premier podium, ce qui lui vaut d'être congratulé par son frère Michael. Au classement du championnat du monde, Villeneuve et Williams-Renault prennent l'avantage. C'est en Italie, à Imola, sur le circuit Enzo et Dino Ferrari, que la Formule 1 reprend pied en Europe. Fief traditionnel de Ferrari dont les installations ne sont qu'à une petite centaine de kilomètres. Un petit air de rentrée des classes et de tradition toujours, avec les caravanes et camions luxueusement aménagés.
Enfin, dans ce sport où s'égrènent les secondes contre lesquelles luttent les pilotes, les anniversaires et les records ont une importance particulière. À 37 ans, Gerhard Berger, le vétéran, participe à Imola à son 200e Grand Prix. Au signal du starter, Villeneuve et Schumacher sur la même file prennent l'avantage sur Frentzen, Ralf Schumacher, Herbert et Panis. Et à la bord du Tamburello, Villeneuve est toujours en tête. D'entrée de jeu, Schumacher passe à l'attaque. Comme souvent, il est le plus vif dans ce genre de situation en début de course. Frentzen et Ralf Schumacher ont déjà une longueur de retard. Au 5e tour, Berger effectue un attaque magistral et il est contraint à l'abandon. Ce n'est qu'une péripétie car en tête, l'aspect de la course a changé. Villeneuve a creusé l'écart et Schumacher est directement menacé par Frentzen. Frentzen qui, sur cette attaque, évite de justesse l'accident. Au 12e tour, Nakano résiste à l'attaque de Hill et cette fois, l'accrochage est inévitable. Quelques minutes plus tard, la hiérarchie est bouleversée et ce remue-ménage concerne le groupe de chasse. C'est tout d'abord Panis qui ralentit, en proie à des ennuis de suspension. Irvine, puis Coulthard et Hakkinen en profitent pour passer et rejoindre Herbert et Ralf Schumacher. Mais au même instant précisément, Ralf Schumacher renonce dans les stands et Herbert abandonne sa Sauber en panne d'électricité sur le circuit. Enfin, Panis effectue un arrêt imprévisible et perd du temps. Le groupe de chasse est décimé. Voilà qui nous laisse Frentzen en 3e position derrière Villeneuve et Schumacher. Williams, Renault et Ferrari ont prévu une stratégie de 2 ravitaillements et le premier à rentrer au stand est Schumacher. Du coup, si Villeneuve est toujours en tête de la course, Frentzen est maintenant second. Seul rescapé parmi les poursuivants du trio de tête, Irvine stoppe juste après Schumacher, et puis c'est Villeneuve au tour suivant. Schumacher fait donner le maximum à la Ferrari, mais Frentzen s'est bien débrouillé dans le trafic, et Williams Renault s'est bien débrouillé pour le ravitaillement de Frentzen, qui repart juste devant Schumacher, Frentzen qui ne cède pas à la pression. Un Frentzen, 2 Schumacher, 3 Villeneuve. Le classement a désormais une autre physionomie, mais il va encore changer. Villeneuve est au stand. Villeneuve est en panne, sa voiture est poussée pour céder la place à Frentzen, qui va effectuer son 2e ravitaillement. Frentzen rentre en piste, mais Schumacher est déjà passé, et voilà la Ferrari en tête du Grand Prix de Saint-Marin à Imola, autrement dit dans son jardin. Mais soudain, les tifosi se dressent, alerte générale, la Ferrari fume. Jean Todt veut s'assurer qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Schumacher s'arrête au stand de la Scuderia, puis rentre en course comme si de rien n'était. Frentzen premier, Schumacher deuxième à moins de 5 secondes. Irvine sur l'autre Ferrari est à près d'un tour. Les derniers kilomètres ne sont pas une simple formalité pour Frentzen, car le pilote allemand n'a pas le loisir d'assurer sa victoire, son compatriote le talonne. Mais le drapeau à damier est là, Heinz-Harald Frentzen vient de remporter sa première victoire en Formule 1 et c'est écrit sur le panneau. Certes, Jacques Villeneuve est toujours à la première place du classement du championnat du monde, mais Michael Schumacher se rapproche, 20 points pour Villeneuve, 14 points pour Schumacher. Monaco, 5e étape du championnat 97. Adieu calme et tranquillité. Au moment du Grand Prix, la population monégasque est multipliée par 10. Véritables passionnés de Formule 1 côtoient groupies et autres invités mondains. Voir ou être vus sont les principales motivations. Pour les spectateurs, une obsession, s'approcher à tout prix et même toucher, si possible, ses idoles. Une promiscuité peu habituelle et qui n'est pas du goût de tout le monde. Alors cette année, grillages, panneaux, banderoles et autres policiers zélés flèchent le parcours, tentent de canaliser et freiner les plus assidus. Si proche et pourtant si loin,
À Monaco, jamais le public n'est autant au contact des Formule 1 et des pilotes qui sont ici admirés, sollicités, adulés. Sur la lancée de sa victoire à Imola, Heinz-Harald Frentzen prend confiance. Mieux installé dans la Williams-Renault dont il maîtrise désormais le pédalier, il s'offre la pole position. À ses côtés, il y a son compatriote Schumacher, deux Allemands en première ligne de ce Grand Prix de Monaco de l'inédit. Inédite également l'option réglage sec de Williams-Renault alors que des trompes d'eau menacent la principauté au moment du départ. Schumacher, lui, a le réflexe de changer de monoplace, une possibilité prévue par Jean Todt qui avait fait régler le mulet pour la pluie. Dans les autres écuries, c'est la précipitation. Sur la grille de départ déjà, le Grand Prix est pratiquement joué. Michael Schumacher a donc choisi sa voiture de réserve réglée en configuration pluie et des pneus sculptés. Au signal du starter, il démarre de façon idéale, tandis que derrière lui, les Jordan Peugeot se sont déjà intercalés entre les Williams-Renault, partis avec des pneus slick. À l'issue du premier tour, la Ferrari possède déjà une bonne avance sur les deux Jordan Peugeot. Frentzen est relégué à plus de 8 secondes. Toujours dans ce même premier tour, Coulthard est parti en tête à queue à la chicane, il a calé. Et lorsque survient le peloton au deuxième tour, c'est la débandade générale, fatale entre autres à Häkkinen, l'équipier de Coulthard. Alesi et Irvine ont réussi à se faufiler. L'averse persiste. Villeneuve est de plus en plus en difficulté. Ici, il tire tout droit au virage de Mirabeau et perd encore des places. Et tandis que Schumacher attaque déjà le 4e tour, Villeneuve achève péniblement le 3e en s'arrêtant à son stand pour troquer ses pneus slick contre des pneus pluie. Il est 13e. Au 5e tour, Schumacher a déjà creusé avec sa Ferrari une avance très substantielle sur Fisichella et le reste de ses poursuivants. Ensuite, les événements se précipitent. Herbert tape dans le rail. Au même instant, Berger fait la même chose, mais il peut regagner son stand pour changer le capot. Ralf Schumacher, qui était en 3e position, part en tête à queue et cale. La piste est une vraie patinoire. Et voilà qui fait bien les affaires de Barrichello, dont la Stewart Ford se joue des difficultés. Le petit Brésilien est en 2e position. Dans des conditions aussi délicates, la moindre faute peut se payer cher. Le leader du Grand Prix est bien placé pour le savoir. Quant aux Williams-Renault, malgré leurs pneus sculptés, elles sont en réglage pour piste sèche. La vie à bord n'est pas facile. Schumacher a pris un tour à Villeneuve qui a touché le rail. Au 17e tour, Alesi part en tête à queue au virage du portier. Il tente de se remettre en ligne, mais son moteur cale. Quant à Villeneuve, c'est la fin de son calvaire. Au même instant qu'Alesi, il stoppe au stand Williams-Renault et renonce. Son contact avec le rail a eu pour effet de dérégler complètement son châssis. Au 32e tour, Schumacher effectue un ravitaillement de routine, le seul qui ait été prévu par Ferrari. Pas d'affolement, les mécaniciens de la Scuderia prennent tout leur temps. Schumacher possède 41 secondes d'avance sur Barrichello. Sur la piste, la tâche de Frentzen n'est pas aussi simple. Après avoir changé de pneu, Frentzen touche le rail à la chicane et il abandonne. Schumacher a tiré tout droit à Sainte-Dévote, il remet sa voiture en ligne et repart comme si de rien n'était. Il a tout son temps, c'est-à-dire plus d'1 minute d'avance sur son second qui est toujours Barrichello. La course n'ira pas au terme des 78 tours prévus, comme le règlement le demande, elle n'excédera pas 2 heures. Et au bout de 2 heures d'un formidable Grand Prix de Monaco qui s'est déroulé dans des conditions extravagantes, Michael Schumacher et Ferrari renouent avec la victoire, la première victoire de la saison 97 pour la Scuderia. Barrichello est 2e, il marque les premiers points de l'équipe Stewart Ford. Irvine est 3e, il apporte sa propre pierre au triomphe de Ferrari qui prend le commandement du championnat constructeur. Panis est 4e. Schumacher prend l'avantage sur Villeneuve au classement du championnat du monde des pilotes.
Entre Monaco et Barcelone, 2 jours de navigation, 10 jours de réflexion pour les écuries qui ont sombré lors du dernier Grand Prix. Si le soleil inonde la ville surchauffée en cette fin de mois de mai, les statistiques sont formelles. Depuis que le championnat du monde fait étape sur le circuit de Catalogne, une journée au moins est brutalement et copieusement arrosée. Alors tous se penchent sur la météo locale, traquant le moindre nuage susceptible de favoriser Schumacher et sa Ferrari. Loin de ses préoccupations, c'est en tenue décontractée que le souverain d'Espagne, le roi Juan Carlos, est venu encourager les pilotes. Merci. Au signal du starter, Villeneuve, Coulthard et Alesi sont aussitôt en action, mais depuis la 7e place de la grille, Schumacher prend un départ canon qui le place en 3e position au premier freinage. C'est l'un des plus beaux départs de toute la saison. Quelques centaines de mètres plus loin, Schumacher attaque Coulthard et passe en 2e position, c'est superbe. Coulthard achève donc le premier tour en 3e position derrière Villeneuve et derrière Schumacher. Mais l'Écossais n'a pas l'intention de se laisser faire. Au 2e tour, il attaque Schumacher et passe. Non, Schumacher conserve l'avantage in extremis. La caméra embarquée montre que c'est passé très juste. Schumacher, Coulthard, Alesi et Häkkinen, c'est l'ordre du groupe de chasse derrière Villeneuve. Coulthard va encore attaquer Schumacher, mais tout ceci profite à Villeneuve qui s'échappe en tête. Les pneus de Coulthard et Schumacher n'ont pas résisté au traitement qui leur a été infligé et au 14e des 64 tours de ce Grand Prix d'Espagne, la McLaren, Mercedes et la Ferrari s'engouffrent dans les stands pour effectuer le premier de leurs 3 ravitaillements. Voilà qui nous laisse Alesi en 2e position. Alesi sait qu'il faudra économiser les pneus. Démoni l'abandonne au 19e tour. Il n'a pas encore marqué un seul point depuis le début de la saison. Au 20e tour, Villeneuve donne le signal des premiers changements de pneus pour ceux qui ont choisi une stratégie de 2 arrêts et qui vont s'y tenir. C'est cela qui est important. Au 21e tour, Alesi est dans les stands, 2 ravitaillements également. Et au 25e tour, c'est Panis, 2 ravitaillements aussi. Entre 2 ou 3 arrêts, quelle est la bonne solution? Il y a de quoi se poser la question, surtout lorsque Mika Salo déchappe et doit renoncer. Mais le calme l'emporte sur la véhémence. Panis se débarrasse de Coulthard sans coup férir. La Prost Honda passe en 2e position. En tête, Villeneuve a suffisamment d'avance pour effectuer sans problème son 2e changement de pneu. Schumacher est 3e car il a dû stopper une 3e fois. Villeneuve a repris la tête de la course devant Panis. Évidemment, Panis fait le forcing pour revenir sur la Williams-Renault, tout comme Alesi qui fait donner le maximum à sa Benetton-Renault pour revenir sur la Prost Honda. Mais la course est loin d'être finie, car Panis et Alesi rattrapent un groupe de retardataires, un groupe compact dans lequel Irvine met une évidente mauvaise volonté à céder sa place. Il faut se faufiler, il faut ruser, et Alesi trouve la solution. Il se plaint ostensiblement auprès du directeur de course pour faire sauter le bouchon Irvine. Et le couperet de la justice tombe immédiatement, une pénalité de 10 secondes pour Irvine. Pendant ce temps-là, Villeneuve n'a pas attendu car tout en ménageant ses pneus qui sont à la corde, il doit forcer l'allure pour résister à Panis. Mais finalement, Villeneuve est sauvé par le gong. Panis est 2e et Alesi 3e. Pendant que les mécaniciens de Panis se congratulent et qu'Alesi passe la ligne d'arrivée, chez Williams-Renault, on fait les comptes. Williams est revenu à 1 point de Ferrari et Villeneuve reprend la tête du classement du championnat du monde à Schumacher. Il faut
sur le circuit Gilles Villeneuve. Ne vous fiez pas au calme apparent de Montréal en cette mi-juin. Nos cousins canadiens n'avaient Dieu que pour Paris, où l'enfant du pays, retourné d'urgence, était jugé par les sages de la fédération. Officiellement blâmé par les autorités sportives pour son vocabulaire et non ses idées, Jacques Villeneuve sera bien au volant de sa Williams-Renault au départ de son Grand Prix. Du coup, son public, prêt à s'enflammer, rêve d'une revanche sur la piste. Disposant de 3 points d'avance sur Schumacher, Villeneuve a 2 bonnes raisons de vouloir gagner, satisfaire son public et offrir la symbolique 100e victoire à son écurie. Opération charme chez Benetton, où chaque jour apporte son lot de difficultés, cet homme à la chaussure bleue ou rouge s'appelle Alexander Wurz. Il est autrichien, superstitieux et remplace Berger, opéré des sinus. Pour la 7e fois, tous s'élancent pour traquer le millième de seconde. Avec 5 pole positions pour Jacques Villeneuve et une pour Heinz-Harald Frentzen, jamais depuis le début de la saison, la meilleure place de la grille de départ n'a échappé à une Williams-Renault. Mais il faut se faire une raison. La montée en puissance des Ferrari est impressionnante et Michael Schumacher en pole position annonce le début d'un été à dominante rouge. Aux côtés de Michael Schumacher, il y a Jacques Villeneuve pour la 2e fois de la saison. Les 2 hommes sont en première ligne. À l'extinction des feux rouges, Schumacher jaillit magistralement de la pole position et il a déjà une longueur d'avance sur Villeneuve au premier freinage de ce Grand Prix du Canada, tandis que derrière, un accrochage en série fait voler les ailerons. Magnussen en est la première victime et il a tapé dans le mur. Panis repasse par les stands pour changer de capot avant et Häkkinen va mettre pied à terre chez McLaren. Schumacher continue de creuser l'écart sur Villeneuve, le Canadien est en 2e position lorsqu'à l'abord du 3e tour, il arrive trop vite à la chicane, il fait un demi-tête à queue et tire tout droit dans le mur, c'est l'abandon irrémédiable. Quelques kilomètres plus loin, Katayama sort de la piste, Schumacher est en tête devant Fisichella, mais il faut l'intervention de la voiture de sécurité pour dégager la Minardi du petit japonais. 2 tours plus tard, la piste est dégagée, la voiture de sécurité s'engouffre dans la voie des stands et la course est relancée avec Schumacher devant Fisichella. Frentzen est tombé sur un mauvais train de pneus et il stoppe pour le changer au 10e tour, voilà qui va sérieusement pénaliser son classement. 15e tour, spectaculaire sortie de piste de Ralf Schumacher qui a mis 2 roues dans l'herbe au freinage. Le jeune Allemand, alors en 5e position, fracasse littéralement sa Jordan Peugeot dans le décor et il s'en tire, heureusement pour lui, sans une égratignure. La course a pris son rythme, Schumacher est en tête devant Fisichella et Alesi, mais attention, Coulthard vient d'effectuer le meilleur tour en course. Panis effectue le premier de ses 2 ravitaillements après son changement de capot au premier tour. Au 25e tour, Fisichella et Alesi sont dans les stands. Ils sont au coude à coude. C'est donc un match grandeur nature qui oppose directement les mécaniciens de Benetton Renault à ceux de Jordan Peugeot. C'est Benetton qui gagne. Alesi repart devant Fisichella. Trois tours après Alesi et Fisichella, le leader du Grand Prix du Canada stoppe également à son stand pour le premier des 2 ravitaillements prévus par Ferrari. Et voici Coulthard en tête de la course, Coulthard qui ne s'arrête pas encore, car McLaren Mercedes a prévu un seul ravitaillement pour l'Écossais, c'est ça l'astuce. Schumacher est 2e et Alesi 3e. 40e tour, Coulthard s'arrête enfin, il change de pneu et fait le plein d'essence pour aller jusqu'au bout du Grand Prix. En tête, l'ordre est donc inversé, Schumacher premier, Coulthard 2e, mais l'Écossais attend son heure, il sait que Schumacher doit ravitailler une 2e fois. Et c'est exactement ce qui se produit au 44e tour, Schumacher stoppe chez Ferrari, Coulthard est en tête, la stratégie a bien marché, mais pas de chance, Coulthard est tombé sur un train de pneus qui s'est effondré immédiatement, il est contraint de s'arrêter une 2e fois, et comme il a des ennuis d'embrayage, il cale, c'est fini pour lui.
Car à l'autre bout du circuit, Panis a senti sa voiture se dérober, une pièce mécanique vient de casser, Panis a touché à droite, il est propulsé vers la gauche et la voiture se désintègre. Alain Prost et Cesare Fiorio n'en croient pas leurs yeux. Panis est extrait de la carcasse de sa voiture, il a les deux jambes brisées nettes, c'est un coup d'arrêt pour l'écurie Prost Grand Prix. Entre-temps, bien sûr, la voiture de sécurité a démarré, le temps que le service médical puisse évacuer Panis. Puis le directeur de course prend la décision d'interrompre le Grand Prix du Canada au 56e des 69 tours prévus. Schumacher vient ranger sa Ferrari derrière la ligne de chronométrage comme le veut le règlement. Alesi et Fisichella font de même. Alesi qui vient aussitôt demander à Schumacher s'il en sait un peu plus sur l'état de santé de Panis. Schumacher, Alesi, Fisichella, un podium triste et digne. Schumacher et Ferrari ont repris la tête du championnat. La 8e étape est tricolore, à Magny-Cours. Pari osé des autorités, séduite en 87 par l'idée d'implanter dans une région à vocation agricole un pôle économique, la Technopole compte une dizaine d'entreprises liées à la compétition automobile, mais va perdre son fleuron Prost Grand Prix. Chez Renault aussi, on pense à l'avenir. Voici le moteur d'avion concocté par les ingénieurs de Renault Sport. Et puis dans la course au titre mondial, tous les coups sont permis, y compris le blond platine. Après son crâne rasé au Japon l'année dernière, Villeneuve est fidèle à sa réputation d'anticonformiste, y compris hors piste. Mais la surprise en arrivant à Magny-Cours, c'est la pluie qui accueille les valeureux spectateurs. Les bulletins météo s'enchaînent, sans pour autant rassurer les campeurs. Schumacher à gauche, Frentzen à droite, et lorsque le starter éteint le rouge, Schumacher est aussitôt en action devant Frentzen, Irvine, Ralf Schumacher et Villeneuve, tandis que Hill va mordre la poussière et devra s'arrêter immédiatement pour changer d'aileron. Schumacher mène avec plusieurs longueurs d'avance, toujours devant Frentzen et Irvine, alors que son frère a concédé une place à Villeneuve. Premier abandon de ce Grand Prix de France au 5e tour, le Brésilien Tarso Marques, dont le moteur vient d'expirer. 2 tours plus tard, Nakano se met en tête à queue et abandonne également. Et ce n'est pas fini, quelques kilomètres plus loin, Verstappen et Diniz s'accrochent. Contrairement aux apparences, c'est Verstappen qui restera sur place. La course est bien décantée et Schumacher est installé à une solide première place devant son compatriote Frentzen, devant Irvine et devant Villeneuve. Voilà les deux Ferrari au coude à coude avec les deux Williams Renault. 18e tour, Häkkinen renonce, moteur cassé alors qu'il était en 7e position. 22e tour, chez Ferrari, on est prêt pour le premier ravitaillement et chez Williams aussi. Voici Schumacher qui est le premier à se présenter dans la voie des stands. Et voici Frentzen prêt à repartir, mais attention, Irvine est déjà là qui bloque Frentzen. C'était l'heure de pointe dans les stands, mais le Grand Prix de France a repris son rythme. Schumacher mène la course devant Frentzen, Irvine, Villeneuve et le petit Jarno Trulli, le remplaçant de Panis. À mi-parcours, c'est la Bérésina pour l'écurie de Jackie Stewart qui en moins de 3 minutes perd Magnussen qui n'a plus de frein et Barrichello qui casse son moteur. Au 50e des 72 tours, alerte générale dans les stands, le ciel est plombé et la caméra de Schumacher reçoit ses premières gouttes de pluie. D'ailleurs, Schumacher sera l'un des premiers à en faire les frais. Il sort dans le bas-côté, mais il tient bon la barre. Il rentre sur la piste et la Ferrari est toujours en tête de la course, car derrière elle, le rythme s'est nettement ralenti. Soudain, l'averse se fait plus dense et c'est la ruée dans les stands pour chausser des pneus pluie, ce que font Irvine et Villeneuve parmi les premiers. Tandis qu'à l'autre bout du circuit, c'est une valse hésitation. Après Ralf Schumacher, Coulthard se retrouve sur le sable. Alesi s'est bien involontairement appuyé sur lui. Et finalement, Schumacher est sauvé des eaux par le drapeau à damier, cela pour la plus grande joie de la Scuderia et de son chef, Jean Todt, qui a pris ses fonctions il y a 4 ans exactement chez Ferrari. C'est un bel anniversaire. À bord de sa Williams Renault, Frentzen est 2e. C'est une magnifique performance, car comme Schumacher, il est resté en pneus secs jusqu'au bout.
La troisième place est encore en jeu entre Irvine et Villeneuve. Villeneuve qui attaque, Irvine qui ne cède pas. Là, Williams-Renault se met en tête à queue. Villeneuve l'arrache de la voie des stands et fonce vers le drapeau à damier. Mais il reste quatrième, derrière Irvine, troisième. Michael Schumacher accroît très sensiblement son avance au championnat du monde sur Jacques Villeneuve et Ferrari en fait autant sur Williams-Renault. Retour au bercail pour les écuries anglaises. Voici leur traditionnel Home Grand Prix. Depuis 1948, ce petit village tranquille en apparence est le berceau de la course automobile. Sport de gentlemen dont la réputation ne pouvait se passer d'un exploit à Silverstone. C'est sur une ancienne base de la Royal Air Force que se sont bâties les légendes. Jim Clark, 5 fois vainqueur, Jackie Stewart, 2 succès, mais surtout un énorme capital sympathie. Quand 007 vient encourager le numéro 7, traduisez Pierce Brosnan et face à Jean Alesi. Chez McLaren, les mécaniciens se sont lancés dans une course effrénée au décollage d'étiquettes pour éviter l'aspect flashant. Le premier acte se déroule quelques secondes avant le départ. Frentzen à gauche à Calais. Il y a donc un deuxième tour de mise en place. Frentzen est relégué en fond de grille comme le veut le règlement et Schumacher a la voie libre devant lui. Villeneuve démarre superbement. Schumacher est cerné par Coulthard et Häkkinen, mais il s'en débarrasse au premier virage pour sauter dans le sillage de Villeneuve. Déjà, Katayama manque à l'appel. Au signal du starter, il a mis sa Minardi en tête à queue et il a percuté le mur instantanément. Un peu plus loin, dans l'enfilade de Beckett, toujours au premier tour, Frentzen s'accroche avec Verstappen et c'en est fini du Grand Prix de Grande-Bretagne pour la Williams-Renault. La voiture de sécurité entre en action devant Villeneuve qui écopera d'une suspension d'une course avec sursis sur 4 courses pour avoir dépassé 2 voitures à cet instant-là. Cela aura son importance plus tard. Après quoi, le Grand Prix est vraiment lancé. Villeneuve mène devant Schumacher, Coulthard, Häkkinen, Herbert et Ralf Schumacher. Après quelques tours de mise en train, Villeneuve attaque dans le vif du sujet pour creuser l'écart avec Schumacher. Celui-ci effectue au 21e tour le premier de ses 2 ravitaillements. Au passage suivant, Villeneuve est dans les stands, mais sa roue avant gauche présente des difficultés. Les mécaniciens n'arrivent pas à l'extraire et Villeneuve est arrêté pendant plus de 17 secondes. Villeneuve arrêté, Schumacher est maintenant solidement installé à la première place. Coulthard est passé devant Villeneuve également et Häkkinen aussi. Häkkinen qui déborde Coulthard, celui-ci ayant bloqué ses freins. De fait, quand Villeneuve reprend la piste, il a perdu 5 places. Derrière Schumacher, Häkkinen est 2e, Coulthard 3e, Alesi 4e, Wurz 5e et Villeneuve 6e. Contrairement à Ferrari et à Williams-Renault, McLaren a choisi une stratégie à un ravitaillement. Voici celui d'Hékkinen. Villeneuve profite de cette aubaine pour remonter et il a raison car la course est loin d'être perdue. La preuve, au 36e tour, la Ferrari de Schumacher émet une fumée véritablement suspecte. Schumacher rentre au stand, il fait vérifier sa machine, ses mécaniciens en profitent pour effectuer un 2e ravitaillement. Schumacher repart, mais la Ferrari fume toujours. Schumacher boucle un tour au ralenti et renonce. Un roulement de roue est cassé, c'est le 2e acte de Silverstone. Voilà donc Villeneuve en tête, mais il doit ravitailler une 2e fois. Et lorsqu'il repart, il est en 2e position à 7 dixièmes d'Hékkinen. Mais Häkkinen ne pourra pas résister bien longtemps. Son moteur explose. C'est le 3e acte de la course. Villeneuve reprend donc le commandement du Grand Prix à 7 tours de l'arrivée, devant Alesi en 2e position et Wurz en 3e position. Villeneuve emporte sa 4e victoire de la saison. Alesi est 2e, il revient de la 11e place sur la grille. Wurz est 3e, c'est son premier podium. Coulthard est 4e devant Ralf Schumacher et Damon Hill marque enfin son premier point de la saison. Au classement du championnat, Villeneuve et Williams-Renault se rapprochent de Schumacher et de Ferrari.
Décor grandiose pour la 10e manche du championnat du monde de Formule 1. Nous sommes au sud de Francfort, à quelques kilomètres de Heidelberg. Pour la 20e fois depuis la création du championnat, Hockenheim accueille le Grand Prix d'Allemagne. Et le seigneur de ces lieux, à l'origine piste d'essai de Mercedes, n'est autre que le double champion du monde, Michael Schumacher. Cette année, les supporters allemands ont de quoi satisfaire leur fibre patriotique, car ils sont deux. Ralf, le petit frère, participe pour la première fois à son Grand Prix national. Éprouvé par le décès accidentel de son père, Berger est de retour après 3 Grands Prix d'absence. Enfin, Frentzen, lui, s'est entraîné sur un jeu vidéo. Berger à droite, Fisichella à gauche, c'est une première ligne pour le moins insolite que celle de ce Grand Prix d'Allemagne. Berger prend un excellent départ et s'engouffre en tête dans le premier virage devant Fisichella. Derrière, un accrochage a mis aux prises Irvine qui a crevé à l'arrière gauche, Frentzen qui a crevé à l'avant droit. La Ferrari et la Williams-Renault rentrent au stand à l'issue du premier tour pour abandonner. Abandon également pour la McLaren Mercedes de Coulthard qui a été impliquée dans l'incident. Berger mène la course devant Fisichella, Schumacher, Häkkinen et Alesi. Les premiers tours du Grand Prix d'Allemagne sont animés par Schumacher qui essaie en vain de déborder Fisichella. Au 17e passage, Berger effectue le premier des 2 ravitaillements prévus par l'équipe Benetton-Renault. Il laisse aux prises Fisichella et Schumacher. Berger repart des stands et Fisichella mène un Grand Prix de Formule 1 pour la première fois de sa carrière. Berger est rentré en course en 4e position derrière Fisichella, Schumacher et Häkkinen. Il attaque aussitôt Häkkinen et opère un dépassement magistral. Ce sera l'un des rares dépassements de ce Grand Prix. Schumacher a lui aussi ravitaillé pour la première fois et il repart juste derrière Alesi. Au 24e tour, Fisichella s'arrête. Il ne doit effectuer qu'un seul ravitaillement. Loin des hommes de tête, Villeneuve se débat avec Trulli, mais l'Italien est coriace et c'est le Canadien qui part finalement à la faute. Il est contraint à l'abandon. Le moteur de Barrichello explose. Celui de son équipier Magnussen a déjà explosé depuis 6 tours. 34e passage, Berger s'engouffre une nouvelle fois dans les stands pour son 2e ravitaillement. Berger ressort des stands juste derrière Fisichella. La Benetton-Renault saute dans l'aspiration de la Jordan Peugeot et déboîte. Berger reprend la première place du Grand Prix d'Allemagne. L'Autrichien a eu raison de changer 3 fois ses pneus, car Fisichella, qui a stoppé une fois seulement, d'échappe. La Jordan Peugeot part en tête à queue. Fisichella parvient à la relancer, mais c'est pour repasser par les stands et il renoncera 2 tours plus tard, la voiture est endommagée. L'abandon de Fisichella fait bien les affaires de Trulli qui gagne une place. Il est désormais 4e derrière Häkkinen et cela lui vaudra ses premiers points en Formule 1. Dernier tour du Grand Prix d'Allemagne, Berger est en tête devant Schumacher à plus de 20 secondes. Häkkinen est 3e, Trulli 4e. Ralf Schumacher et Alesi marquent également des points. Berger acquiert en Allemagne la 10e victoire de sa carrière. L'équipe Benetton-Renault n'avait plus gagné depuis le Japon en 1995. Berger vainqueur après 3 Grands Prix d'absence. Berger vainqueur dès son retour aux affaires. C'est toute la Formule 1 qui est en liesse et qui applaudit son vétéran. Depuis 12 ans, Budapest accueille les écuries de Formule 1, touristes encombrants et curieux comparant l'évolution d'un pays dont ils furent les pionniers lorsqu'il appartenait encore au bloc de l'Est. Trabant au garage, façade ravalée, Budapest n'en finit plus d'afficher sa liberté et son charme. C'est sur ce tracé étroit, poussiéreux que Damonil va refaire surface, parti le plus souvent en fond de grille, ayant marqué en tout et pour tout un seul point. Le champion du monde en titre accroche une superbe 2e ligne derrière le duo infernal Schumacher-Villeneuve. Installé en pole position, Michael Schumacher réagit immédiatement au signal du starter. Placé derrière lui, Damon Hill et Eddie Irvine prennent également un excellent départ.
Tout de suite, Irvine se met en position d'attaquer Hill, mais le champion du monde résiste et conserve sa deuxième place. La Ferrari de Schumacher mène les premiers tours de course, mais la Rose Yamaha de Hill ne se laisse pas distancer. Mieux encore, au 9e tour, la Rose déboîte, c'est la première manœuvre d'intimidation de Hill, il vient de prévenir Schumacher. Et au tour suivant, la Rose se porte à la hauteur de la Ferrari qu'elle dépasse inéluctablement. Voilà donc Hill en tête d'un Grand Prix. Cela ne lui était pas arrivé depuis l'an passé et il prend aussitôt plusieurs longueurs d'avance. À son tour, Villeneuve attaque Schumacher et le déborde au 14e passage. À cela, il y a bien sûr une explication. Schumacher est en difficulté avec ses pneus, il est obligé de ralentir sa cadence avant de stopper pour les changer. Derrière Hill, toujours en tête, le trafic est très intense, mais c'est la configuration du tourniquet de Budapest qui veut ça. Au 24e passage, Villeneuve effectue le premier de ces deux ravitaillements prévus par Williams-Renault. Puis Coulthard est dans les stands. Juste derrière, c'est au tour de Hill d'être dans les stands et de changer de pneus avant de se ruer en piste. Frentzen émerge donc en tête de la course, mais regardez sur ce ralenti, il y a une pièce qui se désolidarise de la Williams. C'est le clapet du réservoir d'essence et la fuite est irrémédiable. Dommage pour Frentzen qui pouvait gagner car il avait choisi des pneus durs à l'inverse de ses concurrents, comme Schumacher par exemple qui est toujours en difficulté. Au 30e tour, Frentzen renonce. Du coup, c'est Hill qui revient en tête du Grand Prix de Hongrie devant Villeneuve et devant Coulthard. Plus loin, Fisichella et Schumacher se disputent la 5e place et de quelle façon. Fisichella attaque Schumacher, mais le pilote Ferrari sait comment résister. Fisichella a encrassé ses pneus et il commet une erreur en attaquant une nouvelle fois Schumacher qui ferme la porte et voilà Fisichella en tête à queue. En tête, la Rose Yamaha de Hill maintient la cadence, mais derrière, la Williams-Renault de Villeneuve et la McLaren Mercedes de Coulthard font le forcing pour revenir. L'heure du deuxième ravitaillement a sonné, Coulthard revient au stand au 50e tour, suivi de Hill et de Villeneuve, les deux ensemble au 51e tour. Dès son retour en piste, Villeneuve reprend sa place à la force du poignet, mais Coulthard n'a pas l'intention de se laisser faire. Amis dans la vie de tous les jours, Coulthard et Villeneuve n'en sont pas moins rivaux sur la piste et leur duel est somptueux. Ici, les deux frères Schumacher klaxonnent derrière Berger. 66e tour, le Grand Prix de Hongrie perd l'un de ses principaux favoris. Coulthard tombe en panne d'alternateur. Du coup, c'est Herbert qui émerge en 3e position, tandis que Michael Schumacher est 4e et son frère Ralf 5e. Irvine et Nakano sont au coude à coude pour la 6e place, mais Nakano pousse Irvine en tête à queue et passe. En tête, Damon Hill a pratiquement course gagnée, mais soudain, il ralentit. Chez Williams-Renault, on n'ose pas espérer un tel retournement de situation, mais la Rose Yamaha est bien en difficulté à l'abord du dernier tour. Dans le stand de Hill, c'est la consternation, c'est une perte de pression hydraulique qui empêche le champion du monde de sélectionner ses vitesses. Damon fait le maximum, mais il est une proie évidemment facile pour Villeneuve, qui le passe à moins de 2 km de l'arrivée. Et Jacques Villeneuve reçoit le drapeau à damier qui salue sa 5e victoire de la saison. Quant à Damon Hill, il réussit à préserver sa 2e place.
Damon Hill et Jacques Villeneuve, le célèbre tandem reconstitué, le temps d'un podium, sous le signe de la camaraderie retrouvée. Quand l'histoire s'arrête aux abords d'un circuit automobile, c'est que vous êtes dans les Ardennes belges. Depuis un siècle, bataille et poésie ont marqué ces lieux désormais réservés aux bolides en tout genre. À Spa, c'est Pierre Legrand qui baptisait la ville en s'étranglant alors qu'il buvait l'eau de cette station thermale. Spa qui n'a pas failli à sa réputation, copieusement arrosée. Ce qui n'affecte en rien la ferveur des supporters qui sillonnent l'Europe pour soutenir Schumacher. Spa, un circuit dont la beauté n'a d'égal que le danger. Si les essais consacrent une nouvelle fois Jacques Villeneuve en pole position, la 7e depuis le début de la saison, Jean Alesi, 3e du championnat du monde malgré une Benetton peu performante, s'offre la première ligne sur la grille de départ devant Schumacher et Fisichella. La météo s'est déchaînée, les conditions de piste sont très mauvaises. C'est la voiture de sécurité qui donnera le départ du Grand Prix de Belgique. Ralf Schumacher change de machine, il a touché le rail pendant le tour de formation, il partira des stands. Une fois encore et comme à Monaco, Michael Schumacher a eu le choix entre deux Ferrari, il a choisi celle qui est en configuration intermédiaire. Voici donc le départ aux ordres de la voiture de sécurité et c'est une première dans l'histoire de la Formule 1. Au bout de 3 tours complets, la voiture de sécurité entre dans la voie des stands. C'est le vrai départ avec Villeneuve, Alesi, Schumacher dans cet ordre. En pneu intermédiaire plus approprié à la situation, Schumacher se porte immédiatement à l'attaque d'Alesi qui est en pneu pluie et dispose d'une moins bonne adhérence car il y a moins d'eau sur la piste. Même situation pour Villeneuve, également en pneu pluie et qui cède à Schumacher. Et ce n'est pas fini, mieux chaussé que Villeneuve et Alesi, Fisichella passe lui aussi à l'action. C'en est trop pour Villeneuve qui revient au stand Williams-Renault pour s'équiper en pneus intermédiaires. Villeneuve repart en 18e position et dans l'autre Williams-Renault, Frentzen n'est pas mieux loti. Il résiste, mais pas pour longtemps, à la McLaren Mercedes d'un Häkkinen très en verve dans ce genre de situation. Häkkinen est passé, c'est Diniz qui attaque Frentzen et qui le déborde. La bonne solution, c'est Alesi qui la trouve. Au 7e tour, soit un tour après Villeneuve, il change de pneu mais chausse des slicks car la trajectoire a séché. Et comme l'expérience a bien réussi, c'est aussitôt la ruée dans les stands. Tout le monde chausse des slicks. Villeneuve n'y coupe pas, il doit lui aussi stopper pour changer de pneu. Il aura donc effectué un arrêt de plus que ses concurrents. Pendant ce temps-là, Häkkinen attaque de tous les côtés et Schumacher est un leader très solide. Après son changement de pneu astucieux, Alesi a récupéré sa 2e place et Magnussen, qui ne s'est pas arrêté, est 3e. Au 14e tour, et après avoir tiré le maximum de ses pneus intermédiaires, Schumacher met enfin des slicks et son avance est colossale. Attention, la piste de Francorchamps est encore piégeuse, Coulthard en fait la mauvaise expérience et Ralf Schumacher aussi qui détruit sa Jordan Peugeot. En revanche, pour son frère, tout va bien, il est loin devant. Loin devant Alesi et le Français commence à rétrograder sérieusement. Chez Benetton Renault, on ne parvient pas à déterminer la panne. Alesi multiplie les changements de pneus, mais c'est en vérité le fond de sa voiture qui est en train de se détacher. La Benetton Renault cède du terrain, elle perdra 6 places. À 2 tours de l'arrivée, Schumacher est en tête du Grand Prix de Belgique devant Fisichella, Häkkinen et Frentzen.
Hakkinen est comme souvent le dernier animateur de la course. Il vise la deuxième place de Fisichella, mais le pilote de la McLaren Mercedes est sous le coup d'une suspension pour carburant non conforme. Il a fait appel de cette décision pour disputer le Grand Prix. Le jugement des commissaires techniques sera confirmé quelques jours après la Belgique et Hakkinen sera disqualifié. Pour l'heure, ce n'est pas ce qui préoccupe Schumacher. Le pilote de la Scuderia Ferrari gagne le Grand Prix de Belgique avec près de 30 secondes d'avance sur Fisichella et sa Jordan Peugeot. Hakkinen montera sur le podium, mais après le jugement du tribunal, c'est Frentzen qui sera déclaré troisième. Qui dit Monza pense aussitôt vitesse et Ferrari. Vainqueur en 96 devant une foule déchaînée, Michael Schumacher, le plus italien des Allemands, porte une nouvelle fois tous les espoirs des tifosi. Jamais depuis 1979, la Scuderia n'a été en aussi bonne position pour remporter le titre mondial. Lui aussi aime son Italie d'origine et les Ferrari. Sylvester Stallone est venu signer un accord de production pour un film sur la Formule 1. En attendant, c'est Jean Alesi qui est en pole position devant son rival Frentzen. Eux en revanche ne s'aiment plus, Benetton et Briatore ne seront plus unis sur le front de la Formule 1. Alesi à droite avec une pole position à plus de 250 km/h de moyenne, c'est la plus rapide de toute la saison. À gauche Frentzen, mais c'est pourtant Coulthard à la 6e place sur la grille qui prend le meilleur départ. Au freinage de la première chicane, Coulthard est en 3e position derrière Alesi et Frentzen et aussitôt la bataille s'engage. Durant les premiers tours de course, Alesi creuse un écart de 4 ou 5 longueurs sur Frentzen talonné par Coulthard. À cette vitesse-là, les dépassements sont impossibles. Mais à la mi-course, Alesi a cédé du terrain, sa Benetton Renault est devenue instable. Frentzen et Coulthard ont fait la jonction avec le leader du Grand Prix d'Italie. La cadence du trio de tête est véritablement époustouflante. Au 28e tour, Villeneuve en 5e position est le premier des ténors à refaire le plein d'essence et à ravitailler. Au passage suivant, Frentzen est dans les stands avec la même stratégie que Villeneuve, un changement de pneu et le plein d'essence pour aller jusqu'à l'arrivée. Voilà qui laisse Alesi et Coulthard face à face. Coulthard qui fait le forcing et évite de justesse la catastrophe. 31e tour, soit la mi-course largement dépassée, Fisichella qui est en 4e position ravitaille et on se demande jusqu'où iront Alesi et Coulthard. Justement, les voici qui entrent dans la voie des stands, Alesi devant, Coulthard derrière, Benetton Renault et McLaren Mercedes directement opposés puisque les stands des deux équipes sont côte à côte. C'est McLaren qui gagne le match. Coulthard repart devant Alesi. A l'inverse de Benetton, McLaren avait fait au départ le plein d'essence complet sur la voiture de Coulthard. Il a fallu ajouter un petit supplément de carburant dans le réservoir de l'Écossais qui a gagné ainsi près de 2 secondes durant son ravitaillement. Le ravitaillement d'Hakkinen procède de la même stratégie, mais le Finlandais devra s'arrêter une 2e fois pour changer de pneu. Enfin, le dernier à ravitailler au cours de ce Grand Prix d'Italie est Michael Schumacher. En attendant, c'est Johnny Herbert et Ralf Schumacher qui tiennent le devant de la scène. Schumacher prend l'avantage, mais au freinage, Herbert revient, les deux voitures se tutoient. Herbert est projeté comme un boulet de canon dans le rail de sécurité. Le choc est d'une extrême violence. Heureusement, Herbert est sain et sauf. Et Ralf Schumacher regagne piteusement les stands pour abandonner. Dernière péripétie, le moteur de Hill explose à la sortie de la parabolique, mais Damon conserve le contrôle de sa voiture. Les positions sont acquises, Villeneuve est 5e, Schumacher 6e. Voilà qui ne changera pas la face du classement du championnat du monde. Coulthard débouche une dernière fois de la parabolique et gagne à Monza son 2e Grand Prix de la saison, cela devant Alesi. McLaren Mercedes a battu Ferrari dans son fief et Alesi revient en 3e position au classement du championnat du monde derrière Schumacher et Villeneuve. Après 10 ans d'absence pour cause de circuits trop dangereux, les Formule 1 renouent avec la tradition de l'étape autrichienne.
Niché au cœur des vallées verdoyantes de la Styrie, le nouveau circuit de Zandvoort est une fois encore le lieu de rendez-vous du public germanique. Venu soutenir Michael Schumacher, désormais grandissime favori, à 4 grands prix de la fin du championnat. Villeneuve est en pole position, avec Mika Häkkinen à ses côtés. Trulli en revanche s'offre une deuxième ligne en attendant le retour d'Olivier Panis. La boucle est bouclée pour Gerhard Berger. L'Autriche, c'est un saut de 14 ans et 10 victoires en arrière lorsqu'il débutait ici. Enfin, c'est Michael Douglas qui encourage les McLaren. La Formule 1 revient donc en Autriche et ça commence mal pour Berger, le champion autrichien, qui rentre au stand à l'issue du tour de formation pour faire vérifier sa Benetton Renault. Bien sûr, Villeneuve, Häkkinen et Trulli ne l'ont pas attendu. Et au premier virage, c'est Häkkinen qui s'empare du commandement de la course devant Trulli et Villeneuve. Peu avant la fin du premier tour, le moteur d'Häkkinen vole en éclats et c'est Trulli qui est en tête. Le jeune Italien mène un Grand Prix de Formule 1 pour la première fois de sa carrière. Mal placé sur la grille, Schumacher est en 6e position. Alain Prost surveille la course de Trulli, le poulain de l'écurie Prost Honda. Alesi opère un dépassement de toute beauté sur Irvine. Frentzen navigue en 5e position. Telles sont les prémices de ce Grand Prix d'Autriche. Les choses sérieuses commencent au 24e tour. Villeneuve se débarrasse de Barrichello et accède à la 2e place derrière Trulli. Magnussen donne le signal des premiers ravitaillements pour les rares équipes qui ont choisi une stratégie de 2 arrêts. Trulli est en tête du Grand Prix et le cap de la mi-course est dépassé. Villeneuve cravache, un peu trop même, pour rattraper Trulli. Alesi effectue son seul et unique ravitaillement, Trulli aussi, et il cède le commandement de la course à Villeneuve. Alesi est rentré en course devant Irvine qui roulait à la 15e place. Irvine tente de faire l'extérieur. Alesi part en vol plané. La Benetton Renault et la Ferrari renoncent par chaos technique. Auparavant, Frentzen est arrivé sur les lieux de l'accident. Il voit les drapeaux jaunes. Il lève le pied de l'accélérateur. Schumacher a déboîté. Il passe devant Frentzen. L'infraction est évidente. Certes, Schumacher est 2e, mais le dépassement sous drapeau jaune est interdit. Au même instant, Villeneuve ravitaille. Williams Renault a prévu un seul arrêt. Villeneuve repart et il sortira de la voie des stands derrière Schumacher. Schumacher fait un tour en tête avant de s'arrêter pour ravitailler. Frentzen a suivi Schumacher dans les stands. Coulthard ravitaille également. Tant et si bien que Villeneuve a retrouvé la première place du Grand Prix d'Autriche devant Trulli. Trulli qui doit ralentir. La pompe de ravitaillement du stand de Prost n'a pas bien fonctionné. Trulli doit lever le pied sous peine de ravitailler une 2e fois. Branle-bas de combat chez Ferrari. Le dépassement sous drapeau jaune de Schumacher n'est pas passé inaperçu. 10 secondes de pénalité pour le pilote de la Scuderia. Schumacher obéit et s'arrête. Villeneuve et Trulli sont désormais loin devant. Schumacher repart en 9e position. Il reste alors 15 tours dans ce Grand Prix d'Autriche qui en comporte 71. Coulthard se rapproche de Trulli, mais il n'a pas besoin de l'attaquer. Le moteur de Trulli explose. Coulthard est 2e. Magnussen casse son moteur, c'est l'alerte chez Stewart. Du fait de l'abandon de Trulli, Schumacher est 8e. Il reste 6 tours. Schumacher attaque Barrichello pour le gain de la 7e place. Barrichello a du mal à résister à la pression de Schumacher. Il sort de la piste et renonce. Voilà Schumacher en 7e position. Et puis Schumacher fonce sur Hill et force le passage. Schumacher est 6e. Il marque un point décisif avec lequel il garde ses chances dans la course au titre mondial. Devant Schumacher, ce sont les 2 Jordan Peugeot qui finissent elles aussi dans les points. Fisichella est 4e, Ralf Schumacher 5e. Coulthard et Frentzen montent sur le podium. Au terme d'un Grand Prix d'Autriche très animé, Villeneuve reçoit le drapeau à damier qui concrétise sa 6e victoire de la saison. Au classement du championnat du monde, Villeneuve se rapproche à 1 point de Schumacher.
Côté constructeur, Williams Renault reprend la première place à Ferrari, qu'il a détenue depuis le Grand Prix de Monaco il y a 5 mois. À peine 3 jours pour près de 1000 km, la caravane de la Formule 1 entame son avant-dernier voyage de l'Autriche à l'Allemagne, où pour des raisons publicitaires, ce 15e Grand Prix au Nürburgring est en réalité celui du Luxembourg. Si Schumacher, toujours aussi désinvolte lorsqu'il s'agit des autres, s'amuse beaucoup en fêtant son 100e Grand Prix, David Richards arrive presque incognito. Le nouveau patron de Benetton se fera discret, tout comme son équipe d'ailleurs. Seul le retour d'Olivier Panis vient troubler le combat pour le titre mondial. 103 jours après son terrible accident, le Français a mené et gagné sa bataille, celle de la douleur et de la volonté. Häkkinen en pole position à droite, Villeneuve à gauche, mais c'est Coulthard qui prend une nouvelle fois le meilleur départ pour sauter dans le sillage d'Häkkinen et de Villeneuve. Derrière Coulthard, c'est le chaos. Fisichella, avec des problèmes d'embrayage, est mal parti. Il a voulu rattraper le temps perdu. Il est arrivé trop vite. Il a freiné trop tard. Il touche son équipier Ralf Schumacher. Et la Jordan Peugeot de Ralf retombe sur la Ferrari de Michael Schumacher. Les mêmes vues d'en haut et en mettant pied à terre, Fisichella reconnaîtra son entière responsabilité dans cet accident qui change la face du championnat du monde. Schumacher parvient à ressortir de la zone de dégagement, les deux Jordan Peugeot sont évacués, la Ferrari revient à son stand, la suspension est endommagée, Schumacher doit renoncer. Entre-temps, les deux McLaren Mercedes ont pris le large en tête de ce Grand Prix du Luxembourg. Häkkinen mène la course devant Coulthard, Villeneuve, Barrichello, Alesi qui était 10e sur la grille et Magnussen. Toutes les équipes ont choisi une stratégie à 2 ravitaillements. Chez Benetton Renault, Alesi donne le signal. Irvine renonce, moteur cassé, il n'y a plus de Ferrari en course. 8 tours après Alesi, le leader de la course ravitaille également, c'est Häkkinen. Il repart, tandis que Villeneuve stoppe chez Williams Renault. Du coup, c'est Coulthard sur l'autre McLaren Mercedes qui mène le Grand Prix. Frentzen s'arrête à son tour et Coulthard est le dernier des leaders à ravitailler. Coulthard dans les stands, Häkkinen retrouve le commandement de la course. Chez Arrows Yamaha, ça va mal pour Hill. Damon s'est arrêté, il cale, il n'est pas content mais ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Voilà qui fait bien les affaires de Panis qui était 7e et se retrouve 6e. Après le chaos du premier tour, un deuxième chaos secoue le Grand Prix du Luxembourg à 25 tours de l'arrivée. C'est tout d'abord Coulthard qui voit son moteur partir en fumée. Villeneuve est deuxième. Quelques secondes après Coulthard, Häkkinen est lui aussi victime d'une rupture de moteur. Il range sa McLaren Mercedes sur le bas-côté et voilà Villeneuve premier. Et comme à peu près simultanément, Magnussen a cassé un arbre de roue et Barrichello une pompe hydraulique, Alesi se retrouve en 2e position et Frentzen en 3e position. Frentzen qui ravitaille. Voilà donc le nouveau leader du Grand Prix du Luxembourg, Villeneuve, qui effectue son 2e arrêt de routine. La course n'est pas finie pour autant, notamment pour Diniz et Panis qui luttent pour la 5e place, mais le Brésilien restera devant. Pour ce retour à la F1, Panis démontre néanmoins qu'il n'a rien perdu de ses qualités et il marquera 1 point. Derrière Frentzen, Berger est en 4e position. Alesi va monter sur la 2e marche du podium. Et Villeneuve emporte sa 7e victoire de la saison. Le championnat du monde vient de basculer. Jacques Villeneuve en reprend la première place à Michael Schumacher avec 9 points d'avance. Avec Villeneuve, Alesi, Frentzen et Berger, les 4 moteurs Renault sont aux 4 premières places. Le résultat du Grand Prix du Luxembourg fait aussi des heureux chez les motoristes de l'équipe Renault Sport.
Depuis 1976, c'est la 13e fois que les Formule 1 troublent une semaine durant la quiétude du pays du soleil levant. Grand Prix du Japon sous haute tension, après le drapeau jaune de Schumacher en Autriche, voici celui de Villeneuve. Le Canadien compte 9 points d'avance sur Schumacher, mais il sera suspendu, sanctionné pour vitesse excessive pendant les essais, alors que la monoplace de Verstappen est immobilisée. Jacques Villeneuve ne courra au Japon que grâce à l'appel de son écurie, mais pour le sport seulement, puisqu'au mieux, son classement sera annulé. Villeneuve ayant fait appel de sa disqualification, il est en pole position à droite, Schumacher à gauche. Villeneuve fonce vers Schumacher pour l'intimider, puis il reprend sa trajectoire et s'engouffre en tête dans le premier virage de Suzuka. Villeneuve mène le premier tour de ce Grand Prix du Japon. Au deuxième tour, il freine un peu plus tôt que prévu. Schumacher se tient dans son sillage, mais Irvine déboîte et passe Schumacher. Un peu plus loin, même action et même résultat, Irvine déboîte encore, cette fois pour dépasser Villeneuve. La Ferrari de l'Irlandais est en tête du Grand Prix. Irvine mène la course devant Villeneuve, Schumacher et Häkkinen. Premier abandon, celui de Magnussen qui sort de la piste dans le 4e tour. Et puis Katayama renonce, moteur cassé. C'est son dernier Grand Prix du Japon. Il va prendre sa retraite. Devant, Irvine mène toujours la course. Au 15e tour, il a plus de 12 secondes d'avance sur Villeneuve et Schumacher. Au 16e tour, Irvine va ravitailler. Du coup, Villeneuve est en tête devant Schumacher et Frentzen. La tactique de Villeneuve était la suivante. Ralentir Schumacher pour permettre aux autres pilotes de dépasser la Ferrari et donc permettre à Villeneuve de marquer plus de points que son rival. Et curieusement, dira Villeneuve, personne n'a attaqué Schumacher. Jean-Todt veille au grain et fait ravitailler Schumacher. Villeneuve est en tête. 2 tours plus tard, Villeneuve stoppe au stand Williams-Renault. C'est le premier de ces 2 arrêts. Il rentre en course juste devant Schumacher, mais la Ferrari arrive sur son élan et elle passe devant la Williams-Renault. C'est le tournant de la course. En effet, Frentzen ravitaille et le classement est désormais le suivant. Premier Irvine, deuxième Schumacher. Et Ferrari décide de rendre la monnaie de sa pièce à Villeneuve. Schumacher déboîte et passe Irvine, mais Villeneuve ne passe pas. Et Irvine ralentit Villeneuve, favorisant ainsi l'échappée de Schumacher. Que fait alors Villeneuve? Il réagit bien et rentre au stand pour ravitailler une deuxième fois. Seulement voilà, le ravitaillement se passe mal, les mécaniciens de Williams n'arrivent pas à emboîter le coupleur et Villeneuve perd plus de 13 secondes, là où il n'aurait dû en perdre que 6 ou 7. Villeneuve repart, mais la course a définitivement changé de camp. Irvine ravitaille une deuxième fois au 32e tour, soit 2 tours après Villeneuve, et il repart. Il a joué le rôle d'équipier que la Scuderia Ferrari attendait de lui. Un tour plus tard, c'est Schumacher qui est au stand. Chez Ferrari, on ne perd pas de temps, car si la menace de Villeneuve s'est éloignée, il y a toujours Frentzen. Schumacher au stand, c'est Frentzen qui est logiquement et justement premier, mais il doit encore ravitailler. Le moteur de Panis part en fumée, Olivier était en 13e position. 37e tour, soit 4 tours après Schumacher, Frentzen ravitaille. Il rentre en course devant Irvine, mais ne cède pas, Irvine restera derrière. Dernier ravitaillement d'Alesi, il est 6e, Villeneuve est en 5e position, juste derrière Häkkinen. Irvine n'a plus aucune chance de rattraper Frentzen, le deuxième pilote de Ferrari se contentera de la 3e place. Frentzen cravache la Williams-Renault pour revenir sur la Ferrari de Schumacher, mais c'est en vain. Cependant, avec cette 2e place, Williams-Renault s'assure du titre de champion du monde des constructeurs de Formule 1 1997. Quant à Schumacher, il conquiert sa 5e victoire de la saison, ici en passant l'arrivée du Grand Prix du Japon. Dans les jours qui vont suivre, l'équipe Williams va retirer l'appel de Jacques Villeneuve. Le Canadien sera donc disqualifié
et Michael Schumacher reprendra la tête du classement du championnat du monde pour 1 point devant Villeneuve. Par le jeu du sport et des sanctions, c'est finalement à Jerez que se jouera le titre mondial 97 entre Jacques Villeneuve et Michael Schumacher. Un final de rêve pour cette ultime épreuve de la saison. Faussement décontracté, Schumacher détient la clé de la réussite de Ferrari qui depuis 1979 n'a pas obtenu de titre pilote. Et puis son orgueil voudrait qu'il réussisse là où d'autres ont échoué. Pour Villeneuve en revanche, rien de dramatique. Chez Williams-Renault, le titre constructeur est acquis. Et c'est en toute sérénité que l'on se prépare pour cette course nerveusement éprouvante. En qualification, la tension est montée d'un cran lorsque les 3 premiers ont réalisé exactement le même chrono. C'est Villeneuve qui est en pole position devant Schumacher pour la 5e et dernière fois de la saison. Les 2 hommes sont côte à côte. Au-delà du Grand Prix, c'est le titre mondial qui est en jeu. Villeneuve, en pole position, a choisi de démarrer avec des pneus rodés. Schumacher a préféré des pneus neufs. Au signal, c'est Schumacher qui prend le meilleur départ et qui vire en tête dans le premier virage. Dans la foulée, Frentzen est également très bien parti et il s'infiltre à la corde devant Villeneuve. Schumacher, Frentzen, Villeneuve, Häkkinen, Coulthard et Hill, le Grand Prix d'Europe, le dernier Grand Prix de la saison, est lancé. Et après un tour de mise en jambe, Villeneuve passe à l'attaque. Pour être champion du monde, il doit finir devant Schumacher. Pour l'instant devant, il y a Frentzen, mais Frentzen s'écarte et voilà Villeneuve en 2e position. Schumacher a immédiatement compris la menace, il donne le maximum et au 8e tour, il a plus de 4 secondes d'avance sur Villeneuve. Villeneuve qui ne s'en laisse pas compter et qui réplique immédiatement, meilleur tour pour Villeneuve. Chez Ferrari, on se prépare déjà à accueillir Schumacher. La Ferrari s'engouffre dans la voie des stands au 22e tour. Schumacher stoppe, le ravitaillement se passe sans à-coups. Villeneuve passe en tête, Schumacher repart. Quelques secondes s'écoulent et Villeneuve entre à son tour dans les stands. Il s'arrête, le ravitaillement se passe on ne peut mieux. Et Villeneuve repart. Sur la piste, Schumacher n'est pas en tête de la course car Frentzen a pris le commandement des opérations, mais Schumacher est tout de même devant Villeneuve. La Ferrari est talonnée par la Williams-Renault et Villeneuve tente une première manœuvre d'intimidation, une manœuvre qui aurait pu lui coûter cher, mais le Canadien parvient à maîtriser la situation. Frentzen ravitaille, Schumacher retrouve la première place et Villeneuve la seconde. Mais les 2 hommes entrent dans le trafic et ils vont perdre du temps. C'est donc le meilleur moment pour ravitailler et Schumacher repasse une 2e fois par le stand Ferrari au 43e tour. Villeneuve est en tête. Schumacher repart devant les 2 McLaren Mercedes, il est derrière Villeneuve. Mais Villeneuve ravitaille lui aussi une 2e fois au 44e tour et il gagne 7 dixièmes par rapport à Schumacher. Et lorsque Villeneuve reprend la piste, après un ravitaillement qui s'est donc bien passé, il se retrouve une nouvelle fois juste derrière la Ferrari de Schumacher et la McLaren de Coulthard. Mais Coulthard rentre au stand. Voilà donc Schumacher et Villeneuve au pied du mur, le Grand Prix d'Europe qui a tenu toutes ses promesses jusque-là. Le Grand Prix d'Europe devient véritablement explosif. Villeneuve se place dans l'aspiration de Schumacher. Schumacher ne pense pas que Villeneuve va passer là, et pourtant si. Villeneuve déboîte et passe imparablement. Schumacher donne un méchant coup de volant pour l'en empêcher. La Williams-Renault et la Ferrari s'accrochent, et c'est une explosion de joie dans le clan de Villeneuve, car Schumacher est sur le sable, il abandonne. Villeneuve poursuit sa route, il est toujours en première position avec 11 secondes d'avance sur Coulthard, mais il roule avec précaution, il est à l'écoute de sa voiture qui a été endommagée. S'il renonce maintenant, c'est Schumacher qui sera champion du monde.
Chez Williams-Renault, on est circonspect. Tous les techniciens châssis et moteurs vérifient et revérifient les données de la télémesure, mais il n'y a pas d'anomalie et Villeneuve reprend peu à peu son souffle. Néanmoins, le Canadien roule en deçà de son rythme et comme il a perdu pas mal de temps, il est devenu une proie facile pour les autres pilotes, dont Coulthard et Häkkinen derrière, qui cravachent leur monture. Chez Williams-Renault, on respire, les McLaren-Mercedes ne menacent pas Villeneuve dans la course au titre mondial. Häkkinen et Coulthard partent à l'abordage. Les deux McLaren-Mercedes font la jonction avec la Williams-Renault dans le dernier tour. Häkkinen passe, il est en tête. Et Coulthard passe également. Villeneuve s'est rapidement écarté. Dernier virage du dernier Grand Prix de la saison 1997, Mika Häkkinen emporte sa première victoire en Formule 1 et Jacques Villeneuve est champion du monde. Si Mika Häkkinen a attendu sa 96e participation avant d'enregistrer une victoire, pour Jacques Villeneuve en revanche tout est allé beaucoup plus vite. Une année pour apprendre, une année pour gagner, fidèle à sa réputation, le Canadien s'est emparé du titre mondial 97 2 ans après avoir obtenu celui du championnat américain. Michael Schumacher a essuyé de vives critiques pour son comportement et finalement a été exclu du championnat 97 par la fédération. S'il conserve le bénéfice de ses victoires, il cède sa place de deuxième à son compatriote Frentzen. Coulthard est troisième, Jean Alesi quatrième. Au championnat constructeur, Renault part la tête haute avec ce titre constructeur et pilote et ce doublé Williams-Renault. Chez Ferrari, on ne parle que de revanche pour la saison prochaine. Échouer si près du but fut d'une telle cruauté qu'il faut s'attendre à un rude début de saison 98.